Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup d'avoir pensé à moi et de m'avoir proposé de venir intervenir aujourd'hui. Moi, je suis vraiment ravie que vous ayez choisi ce sujet de la jeunesse, évidemment. Et je disais tout à l'heure que je pense qu'on a aussi tendance à oublier cette question comme une question prioritaire, parce que c'est une question qui est latente et qui se pose un peu en permanence, mais aussi parce qu'il y a assez peu de jeunes dans nos organisations militantes et que du coup, c'est une question qui est rarement portée vraiment à l'intérieur, donc je pense que c'est une super bonne question. Voilà. Moi, je vais vous parler spécifiquement des politiques publiques de l'emploi et du travail des jeunes. Je vais essayer de ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, mais je vais peut-être avoir besoin d'un peu d'aide pour ça. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous dire d'où je parle. Donc, je suis sociologue et je travaille depuis 2012 sur les politiques qui mettent aux jeunes au travail les jeunes au nom de l'insertion professionnelle. Donc, notamment le service civique, je vais en reparler un peu. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le service civique, sur d'autres formes aussi de volontariat. Donc, on pourra en discuter, des volontariats internationaux, voilà, et avec notamment des dérogations spécifiques aux Outre-mer. En ce moment, je travaille sur un dispositif qui s'appelle le contrat d'engagement jeune, qui est la nouvelle politique publique à destination des moins de 25 ans, qui est donc un dispositif mis en place dans les missions locales et dans les agences France Travail pour l'insertion professionnelle des jeunes. Je vais en parler un petit peu. Voilà, de façon générale, je prends la question de la jeunesse par la question des politiques publiques, c'est-à-dire pas par la question des usages qu'ont les jeunes de ces programmes, même si on peut en reparler après, ni par les effets qu'ont ces dispositifs, par exemple, sur l'insertion professionnelle des jeunes. J'essaye de regarder qu'est-ce que c'est que ces politiques, qu'est-ce qu'elles portent, qu'est-ce qu'elles disent de la jeunesse, et qu'est-ce qu'elles disent des mutations de l'emploi et du travail des jeunes. Alors, je vais faire cette présentation un peu en 3 points. Je vais d'abord revenir un petit peu sur l'historique des politiques d'insertion et des politiques de la jeunesse, dont on verra qu'en vérité, les politiques de la jeunesse sont très souvent des politiques d'emploi. Alors, toutes les autres questions, le logement, la santé, etc., sont souvent pensées en second plan de ces questions d'emploi et d'employabilité, j'y reviendrai. Dans un second temps, j'aborderai les politiques d'activation, donc les politiques actuelles de l'emploi de la jeunesse et tout ce qu'elles génèrent comme travail gratuit, donc je reviendrai sur cette notion de travail gratuit, voilà, et de comment ce travail gratuit sert à se distinguer dans la course à l'emploi. Et donc, je finirai par un 3e point qui est sur la question de la promesse. Et en fait, qu'est-ce que ces politiques publiques adressent aux jeunes ? Qu'est-ce qu'elles leur promettent et comment cette promesse, elle est aussi en miroir d'une forme de menace. Voilà, donc je reviendrai là-dessus. Alors d'abord, pour commencer, évoquer un peu ces politiques d'encadrement, de prise en charge de la jeunesse. Je sais que vous avez déjà beaucoup parlé d'école aujourd'hui, donc je ne vais pas beaucoup parler d'école. Mais voilà, peut-être historiquement, on peut d'abord remarquer une transformation des institutions, des instances qui sont en charge de la jeunesse, de son encadrement, de sa prise en charge. La première politique de la jeunesse, pendant longtemps, l'unique quasiment, c'est le service militaire, donc à destination d'une certaine jeunesse masculine. Voilà, et puis évidemment un encadrement par le militaire. Bon, vous connaissez sans doute cela mieux que moi. Cette conscription, ce service militaire, il est vite remplacé, alors pas remplacé puisque pendant longtemps c'est en parallèle, mais disons que comme relais des institutions qui vont prendre en charge la jeunesse, l'éducation populaire va se donner ce rôle d'encadrement des plus jeunes, d'abord par les colonies de vacances, le patronage, et puis petit à petit par le loisir et par ce qu'on appelle l'éducation par tranche d'âge, donc avec un encadrement par une éducation populaire tantôt chrétienne, laïque et ouvrière, enfin, ces 3 types d'éducation populaire qui vont un peu se relayer pour organiser la jeunesse, ses loisirs et ses activités extrascolaires. Alors il y a une petite parenthèse Vichy évidemment, avec une volonté d'assembler les mouvements de la jeunesse avec
une ambition de faire un mouvement unique des jeunes qui ne va pas prendre en France, notamment parce que les mouvements chrétiens ne vont pas vouloir être réunis avec les mouvements laïques, ce qui est un peu une spécificité française. Voilà. Mais sous Vichy, on va avoir une connexion des politiques jeunesse et des politiques du sport. C'est la création de l'institution jeunesse et sport qui va ensuite perdurer. Ensuite, un peu plus tard, c'est l'animation socio-culturelle qui va apparaître, notamment avec les années 70, avec la création des grands ensembles, notamment. Et donc, ce socio-culturel qui va venir encadrer le temps hors scolaire pour être bientôt remplacé par ce qu'on appelle aujourd'hui le périscolaire. Donc, il y a une arrivée des associations dans le champ même autour de l'école. Je clôture un peu sur ce point qui est plutôt de l'encadrement un peu moral de la jeunesse, en remarquant un retour actuel de la place de l'armée dans cet encadrement, avec d'un côté la promotion par exemple du service national universel, même si on sait qu'il est peut-être condamné mais pas sûr. En fait, cette remilitarisation de la jeunesse, elle passe par plusieurs endroits, avec notamment des classes citoyenneté défense où l'armée intervient dans les lycées, des classes, bon voilà, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais en tout cas un retour du fait militaire. Je vais quand même y revenir un petit peu après parce que ça m'intéresse bien. Côté politique de l'emploi, ce qui arrive avec les années 70, c'est une transformation complète du regard sur la jeunesse. La jeunesse, avec notamment les mouvements de mai 68, bien sûr, mais pas que, n'est plus l'avenir idéal de la société. Ça devient un danger, un ferment désintégrateur de la société. Donc on va avoir l'apparition aussi de politiques de répression des mouvements étudiants, des mouvements sociaux des quartiers populaires, et l'apparition bien sûr du problème public du chômage. Donc pas tellement l'apparition du chômage, hein, qui existait déjà, mais l'apparition du problème public du chômage, et notamment du chômage des jeunes. Avec cette question du chômage des jeunes, à la fin des années 70, vont apparaître les politiques d'insertion. C'est là que j'entre vraiment dans le cœur du sujet. Ces politiques d'insertion, en fait, c'est une succession de dispositifs. Ce n'est que ça, des dispositifs qui se succèdent les uns après les autres, qui chacun s'adresse à des publics en fonction de leur manque. Ça peut être les jeunes en situation de handicap, les jeunes demandeurs d'emploi depuis plus de 3 ans, les jeunes qui habitent dans tel quartier. Enfin voilà, c'est toujours adressé à un public cible désigné par ses manques. Ces politiques d'insertion, il y en a deux vraiment les plus emblématiques, les plus importantes. Il y a d'un côté les emplois aidés. Donc, bon, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Alors, il y a les travaux d'utilité collective, les contrats d'emploi solidarité, puis ensuite les fameux emplois jeunes, qui étaient vraiment pour le coup destinés à cette tranche d'âge. Là, pour le coup, les jeunes sont pensés comme une population en manque, tout simplement. Et en parallèle, l'insertion par l'activité économique, donc tout ce qui va être chantier d'insertion, etc., qui apparaît dans ces années-là et qui vit toujours assez bien aujourd'hui. Qui a la spécificité de faire des bénéficiaires des travailleurs. Vous n'êtes pas seulement bénéficiaire de la politique d'insertion, vous devenez un travailleur au service de cette politique. Voilà, je pourrais revenir un peu sur ce point après. Donc en fait, on entre dans l'époque où, pour s'insérer, il faut travailler. En 1981, il y a le rapport Schwartz qui va sortir, qui est donc un rapport dédié à la question de l'insertion professionnelle des jeunes, qui va notamment créer les missions locales. Enfin, les missions locales vont être une conséquence de ce rapport, plus exactement. Et avec les missions locales, il y a l'idée qu'on crée une voie spéciale pour les jeunes dans le secteur public de l'emploi. Donc, les jeunes ne sont pas pris en charge par l'ANPE, Pôle emploi, France Travail, enfin France Travail un peu plus, mais ils sont pris en charge par les missions locales, qui sont des institutions dédiées, associatives, donc pas un service public, même si elles sont délégataires du service public. Et à partir de là, va se créer une différence avec le droit commun. Les jeunes, par exemple, ne bénéficieront pas du RSA quand le RSA sera créé. Donc ici, je parle des moins de 25 ans, mais cette catégorie jeune, bien sûr, j'imagine que vous en avez déjà parlé, est flottante. Mais en tout cas, cette voie spéciale qui est créée à partir de 1981 va justifier que les jeunes soient mis de côté dans le droit commun.
Aussi parce qu'on envisage leur insertion et leur accompagnement comme un accompagnement social et pas seulement professionnel. Alors, on parle souvent de socio-professionnel. Donc avec l'idée, bientôt la rhétorique du fait qu'il faudrait lever les freins périphériques à l'emploi. Donc les freins périphériques sont toutes les difficultés sociales dont on parle quand on parle de la jeunesse, hein, le logement, la santé, la mobilité, la parentalité, la père aidance, etc. Avec l'idée que pour les jeunes particulièrement, il faudrait soulever un par un ces obstacles pour les pousser dans l'emploi, puisqu'on les trouve trop éloignés de l'emploi, dans une métaphore géographique. Voilà, ça c'est un peu pour l'historique. J'en arrive aux politiques actuelles. Donc mon second point, les politiques d'activation, ces politiques qui vont nécessiter que les jeunes travaillent gratuitement pour se distinguer dans la course à l'emploi. Alors moi, je le situe à peu près autour des événements de 2005-2006. Donc 2005, les mouvements de classe populaire, principalement après la mort de Ziad Ebouna. 2006, les mouvements plutôt étudiants autour de la lutte contre le contrat première embauche. Ces deux mouvements vont entraîner une réaction forte du politique, du gouvernement même à ce moment-là, notamment de Nicolas Sarkozy. C'est aussi toute la période où va s'introduire la rhétorique sur l'assistanat, sur l'idée que pour bénéficier des aides collectives, voilà, de la solidarité publique et collective, il faudrait mériter. Il faudrait faire preuve et mériter. Les politiques d'activation correspondent tout à fait à ça, l'idée qu'il faut faire ses preuves. Et notamment, le cheval de bataille de Nicolas Sarkozy, c'est la question de l'oisiveté des jeunes, de tous ces jeunes qui tiendraient les murs plutôt que d'aller travailler. Alors, Nicolas Sarkozy va initier une commission en 2009 pour réfléchir à la question de la précarité de la jeunesse. Commission qui devait aussi réfléchir à la question du RSA jeune, qui a un peu évacué cette question, et aussi de l'allocation étudiante, dont je sais qu'on va reparler un petit peu, qui devait normalement être tranchée dans cette commission. Ça n'a pas été le cas. Cette commission, elle est présidée par Martin Hirsch. Martin Hirsch qui vient justement de voter, de promouvoir, de faire passer le RSA. C'est évidemment pas sans lien, hein, on va en reparler. Et en fait, cette commission pour une politique globale de la jeunesse, la principale solution qu'elle va proposer aux multiples problématiques des jeunes, notamment leur pauvreté, ça va être le service civique. Alors, bon, moi c'est un peu mon dada, le service civique, j'aime bien ça. Je l'utilise souvent comme un exemple des politiques d'activation à la française, parce qu'elle montre bien l'arrivée de la rhétorique de l'engagement. Et de l'idée qu'il faut s'engager, donner de soi, le faire de façon complètement non opportuniste, gratuite, quoi. Voilà, se dédier à son volontariat sans le faire pour l'argent. Voilà. Et en fait, toutes ces politiques, elles vont commencer à justifier une dérogation non seulement au droit commun, mais aussi au droit du travail. Donc on commence à être dans des dispositifs, ce qui n'était pas le cas des emplois aidés, où il n'y a plus de cotisation sociale. Il n'y a plus de droit au chômage. Alors, par exemple, dans le service civique, il y a une cotisation en annuité. Il y a un trimestre de retraite, mais il n'y a pas d'argent qui est associé. Il n'y a pas de cotisation financière. Et dans tout un tas de dispositifs, en fait, les cotisations sociales, donc la solidarité collective, qui devrait être ensuite redestinée à ces jeunes, va disparaître. Alors, ce n'est pas les premières politiques qui justifient cette dérogation du droit du travail. Il n'y a déjà pas de protection du salariat dans les stages, par exemple. Et d'ailleurs, c'est la même période où Génération Précaire va monter un mouvement de lutte pour la rémunération des stages, enfin pour la gratification des stages. Bon, on pourrait un autre sujet. Alors, ce n'est pas tout à fait du travail gratuit, puisqu'il y a une indemnité. Il y a une indemnité qui est de, alors, à l'époque, 580 €. Aujourd'hui, elle est équivalente au RSA, ce qui est quand même pas tout à fait anodin. Mais quand même, ce qui est attendu des jeunes, c'est qu'ils le fassent gratuitement. Et je pense notamment, alors, c'est pas sur le service civique, mais récemment, j'étais dans une formation du contrat d'engagement jeune où on demandait aux jeunes pourquoi ils étaient en contrat d'engagement jeune. Et il y avait un jeune qui répondait moi, c'est pour l'allocation. Et la formatrice excédée lui avait répondu mais alors ça, même si c'est vrai, tu vois, même si c'est vrai, ça, tu ne le dis pas, tu inventes quelque chose. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de ne pas être là pour l'argent. On parle d'une tranche d'âge qui n'a pas droit à des filets de sécurité,
qui pour la plupart n'a pas encore de cotisation chômage, donc ne peut pas, enfin voilà, en fait, n'a pas d'autres revenus, et il lui est reproché de venir pour l'argent. Voilà. Et alors même, ça va encore plus loin, sur le service civique, on leur a même reproché de venir pour s'insérer professionnellement, avec tout un tas de discours qui disaient mais non, c'est pas pour ça, vous vous engagez parce que vous voulez monter des projets, vous voulez, voilà, mais certainement pas vous insérer professionnellement. Voilà, bon, il faut que j'aille plus vite là-dessus parce que sinon je vais repartir 40 minutes sur le service civique. Ce qui va aussi avec cette nouvelle rhétorique, c'est l'idée que y aurait deux types de jeunes. Il y aurait des jeunes qui auraient des projets et il y aurait des jeunes qui brûlent des voitures. Alors c'est pas mon expression, l'expression est littéralement dans le livre vert pour une politique globale de la jeunesse qui sort de cette fameuse commission. Donc voilà, deux types de jeunes. Alors, existe complètement la figure du jeune travailleur, du jeune ouvrier. Celle-là, elle a disparu. Maintenant, en gros, il y a des étudiants et des jeunes de banlieue. Voilà. Et ça n'a pas changé dans le discours public. Aujourd'hui, les jeunes, c'est soit des étudiants, soit des jeunes de banlieue. Jeunes de banlieue / issus de l'immigration, / enfin voilà, tout ce que vous imaginez. Mais en tout cas... toute la figure du travailleur, du jeune ouvrier, par exemple, même pendant le Covid, on l'a pas du tout ressorti, comme s'il n'y avait aucun jeune qui travaillait, alors que quand même, c'est pas le cas. Et donc évidemment, il y a les jeunes qui ont des projets, qui sont de bonne volonté, voilà, et puis ceux qui brûlent les voitures, c'est les oisifs, enfin voilà, évidemment dépolitisant complètement les actions de ces jeunes-là et les raisons pour lesquelles brûlaient des voitures, notamment. De façon générale, il y a l'idée que les jeunes de classe populaire seraient moins citoyens que les autres. En tout cas, que enfin voilà, non, moins citoyens, qu'ils n'exerceraient pas aussi bien leur citoyenneté que les autres. C'est beaucoup autour de cette idée de la citoyenneté que vont se développer les politiques d'activation. L'idée qu'il faut prouver sa citoyenneté. Alors, ce n'est pas toujours le mot citoyenneté, mais bonne volonté, bonne intégration, toute cette rhétorique, elle va avec. Alors même que, ne bénéficiant pas des solidarités collectives, les jeunes sont considérés socialement comme des moindres citoyens. Il y a cette double... enfin voilà, cette injonction paradoxale finalement. Donc c'est voilà, pas tellement... C'est la rhétorique de devoir faire ses preuves, le pire étant de rester sans rien faire. Donc voilà. Et cette rhétorique, elle va porter dans plusieurs dispositifs. Alors, si je reviens un peu sur mon contrat d'engagement jeune, là, le fameux dispositif actuel mis en place dans les missions locales et bientôt dans France Travail, qui est en tout cas plus ou moins une expérimentation pour le BRSA, enfin pour France Travail de demain, avec l'idée que celles et ceux qui bénéficient de l'allocation, de l'indemnité qui va avec, doivent justifier de 15 à 20 heures d'activité par semaine auprès de leurs conseillers et conseillères d'insertion. Alors ici, les jeunes sont de nouveau désignés comme étant éloignés de l'emploi. Ce n'est pas l'emploi qui est éloigné d'eux. Et ce dispositif, donc, qui a la spécificité d'ailleurs de revenir un peu chez France Travail, et donc on sort un peu de ce que je disais sur la voie dédiée mission locale, on commence un peu à remettre les jeunes parmi tous les demandeurs d'emploi. Elle prolonge la garantie jeune, qui était un dispositif qui accompagnait les NEETs, les jeunes qui n'étaient pas en formation, pas en emploi dans les missions locales. Mais avec donc cette nouveauté de justification de 15 à 20 heures d'activité. C'est intéressant ce terme activité, puisqu'évidemment, personne ne dit ce qu'il doit y avoir dans activité. Et le parallèle de cette activité, c'est qu'il faut lever les freins toujours à l'insertion pour que les jeunes puissent entrer dans l'emploi. Donc, par exemple, on a des jeunes qui s'occupent de leurs parents ou de leurs enfants, qui n'ont pas de système de garde, donc qui, pour le coup, qui sont face à un frein à l'emploi, si on garde cette rhétorique. Mais on leur demande de justifier de 15 heures d'activité hors ce frein-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais sans jamais régler le problème, quoi. Voilà. Il y a une thèse qui est sortie il y a 2 ans, je crois, de Anouk Manès, qui montre que les demandeurs d'emploi, les chômeurs, sont très loin d'être inactifs. Alors d'abord, ils sont souvent un peu salariés, quelques heures par-ci par-là. Ensuite, il y a aussi beaucoup de travail non déclaré, quand même, y compris chez les jeunes.
Et puis aussi, les demandeurs d'emploi, les gens et les jeunes, sont très souvent investis dans d'autres formes de travail. Du travail domestique, du travail de care, de soins, de la paire aidance, du travail aussi de lien social, d'animation du quartier, etc. Enfin, beaucoup d'autres formes de travail. Et ici, dans ces dispositifs, on va les remettre dans le champ de l'entreprise et du salariat, enfin du quasi-salariat. On va notamment leur demander d'aller faire des immersions gratuites dans des entreprises. Alors par exemple, sur un des terrains que j'étudie, pendant les périodes de soldes, les jeunes vont faire des immersions dans les commerces et ça leur permet de soutenir les employeurs. C'est de la main-d'œuvre un peu gratuite, quoi, finalement, pendant les périodes de soldes. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le dispositif ne marche pas. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne s'insèrent pas après ces dispositifs. Mais ça veut dire que pour s'insérer, ils doivent fournir du travail gratuit, en plus de leur propre frein à l'emploi. Voilà. Et finalement, évidemment, les plus en difficulté, les plus loin de l'emploi, là, on ne les retrouve jamais dans ces dispositifs, puisqu'il faut qu'ils soient capables de fournir 15 à 20 heures d'activité par semaine, ce qui est souvent impossible quand vous avez la charge d'un enfant. Voilà. J'en viens à mon dernier point, sur cette question de la promesse. En fait, il me semble que toutes ces politiques, elles portent une forme de promesse à destination des jeunes, une promesse qui vont être plus employables que les autres. Une promesse de finalement se distinguer dans la course de l'emploi, mais une promesse qui ne s'adresse pas de la même façon à tous les jeunes en fonction de leur propriété sociale. Évidemment, ces dispositifs, ils n'ont pas les mêmes qualités selon les propriétés sociales des jeunes qui sont dedans. Si je prends par exemple un volontariat à l'international dans une ONG ou le service civique dans le club sportif en bas de chez vous, voire le service civique de nettoyage des plages, la valorisation sur le CV ne sera pas du tout la même. Et donc, selon les propriétés sociales des jeunes à l'entrée dans ces programmes et selon les catégorisations, enfin les catégories dans lesquelles vont les ranger le service public de l'emploi, en fait, mission locale ou France Travail, ils ne vont pas avoir les mêmes expériences de ces programmes. En fait, ces programmes, ils viennent comme faire un marché de l'emploi en amont du marché de l'emploi, un marché du pré-emploi, sur lequel ils segmentent déjà les jeunes et ils les envoient déjà dans les branches dans lesquelles on les retrouvera après. Je prends l'exemple d'un service civique, un programme qui a été lancé par la DIR, la Direction interministérielle de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, qui est donc un service civique destiné aux jeunes bénéficiaires de la protection subsidiaire, pour une grande partie donc des jeunes réfugiés. Dans ce service civique, on leur propose de s'engager gratuitement pour la nation française, voilà. Et en fait, on les retrouve eux aussi dans des missions, enfin voilà, pour vous donner un exemple concret, les jeunes hommes sont envoyés dans des missions en garage solidaire, en jardinage ou en cuisine. Les jeunes femmes sont envoyées dans des missions en EHPAD ou en garde d'enfants. Donc là, je pense que c'est assez clair comme exemple. On les prépare au marché de l'emploi sur lequel on va les insérer. Donc finalement, c'est comme un sas avant, on les trie avant même de les envoyer sur le marché de l'emploi, quoi. Voilà. Voilà. Alors la crainte du vide sur le CV, le besoin de rajouter des lignes, le besoin de justifier ce qu'on a fait, c'est bien sûr pas nouveau. On a toujours eu peur d'avoir à justifier devant un employeur des 3 années qu'on a passées à autre chose. Mais ça s'accentue dans la concurrence actuelle, évidemment dans la concurrence face à Parcoursup, qui vient compter des points pour tous ces programmes. Le service national universel, par exemple, était supposé donner des points à l'insertion à l'université. Alors, le rapport direct entre le fait d'aller faire un séjour de jeunes militaires, enfin bon, bref. Et donc, toutes ces activités, elles viennent enfin bon, je ne vais pas répéter 5 fois la même idée, mais je vais juste revenir un tout petit peu sur le SNU, juste pour dire, par exemple, qu'il y a des jeunes pour qui le SNU, c'est un premier pied dans le champ militaire, et c'est souvent des jeunes qui veulent ensuite faire une carrière dans des métiers à uniforme. Il y a d'autres jeunes pour qui c'est des colos super sportives. Et eux, ils voient le SNU comme une espèce d'optimisation de soi-même. Je vais faire plein de choses pendant 10 jours, je vais apprendre plein de trucs, je vais toucher à tout, etc. Et il y en a 10%
qui sont là sous la contrainte, qui sont des jeunes qui sont en institution, ou des jeunes dont les parents n'ont pas envie de s'occuper pendant cette période, ou des jeunes qui sont considérés comme pré-délinquants, et donc qui sont envoyés sur le service national universel pour se faire discipliner. Donc le même dispositif, il peut avoir toutes ces valeurs quand il s'adresse à plusieurs populations différentes. Donc c'était là que je voulais en venir, que toutes ces promesses, la promesse d'employabilité, la promesse d'être concurrentielle sur le marché de l'emploi, elle ne prend pas la même forme. Et pour certains, elle est très valorisable. Pour d'autres, elle est plus proche du programme de disciplinarisation, voire de la sanction. Et c'est aussi, il me semble, que derrière ces dispositifs, il y a vraiment une menace une menace de ne pas en être, en fait, une menace d'être exclu, d'être à la traîne, de ne pas avoir assez de points sur Parcoursup, une menace finalement de cette fameuse oisiveté dont parlait Nicolas Sarkozy, voilà. Cette menace de s'éloigner encore plus de l'emploi, que l'emploi s'éloigne encore plus, mais aussi la menace d'être du mauvais côté de ces politiques publiques, donc d'être plutôt du côté répressif des politiques publiques, souvent. Et il me semble que cette distinction entre promesse d'embauche et menace d'exclusion, elle est devenue obsessionnelle. Elle est de plus en plus tôt dans les programmes, dans les parcours scolaires, avec bien sûr l'obsession Parcoursup, mais aussi la construction, le baccalauréat Blanquer, qui nécessite notamment qu'on pense ses options, on pense sa stratégie d'insertion le plus tôt possible. On n'est plus du tout dans demander aux enfants qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand. On est à demander aux enfants comment vous allez le faire et à partir de quel âge vous avez prévu un plan pour atteindre votre insertion professionnelle.